Eh bien, bonjour à tous pour ceux que je n'ai encore pas vus ce matin. Et donc le titre de cette conférence est l'impact de l'alimentation sur l'humain. Auparavant, j'ai beaucoup parlé d'alimentation de manière théorique pour expliquer les bienfaits de l'alimentation végétale, du cru, le rôle des maladies, comment fonctionnent les divers fonctionnements du corps humain qui permettent d'expliquer les maladies. Et puis ce que je me suis rendu compte, c'est que sur Internet, dans la littérature, on pouvait vraiment trouver tout et son contraire en matière d'alimentation et de conseils de santé naturelle. Si bien que je me suis dit que ça serait mieux de parler de cette thématique, en tout cas dans un temps limité, dans le temps limité d'une conférence, en vous parlant de mon expérience plutôt qu'en rentrant dans des concepts théoriques qui viendraient peut-être apporter plus de confusion qu'autre chose. Et donc voilà, je vais vous partager mon expérience avec l'alimentation. Tout a démarré quand j'avais 20 ans. Entre 18 et 20 ans, j'ai mené une vie un peu d'étudiant qui le week-end se décharge de son stress avec l'alcool, les soirées. Donc pendant 2 ans, j'ai vraiment eu une mauvaise hygiène de vie. Et puis à l'âge de 20 ans, j'ai découvert le triathlon. Ça m'a permis de me sentir vraiment mieux dans mon corps. Et là, j'avais envie d'être performant. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions par rapport à l'alimentation, par rapport à l'hygiène de vie. Et où j'ai mis en place des modifications relativement... voilà, des modifications que tout le monde approuve. Par exemple, le fait d'arrêter de boire de l'alcool. Voilà. Le fait d'arrêter de manger de la nourriture industrielle, des pizzas, des kebabs, plus de tablettes de chocolat, plus de charcuterie, limiter au maximum les barbecues. Donc j'ai mis en place voilà, des recommandations d'hygiène alimentaire qui sont validées par tout le monde dans la société. Voilà, tout le monde sait que l'alcool, le tabac ou la charcuterie, c'est le genre de choses à limiter autant que possible. Et donc j'ai mis en place ça de manière naturelle. Voilà, pour simple objectif d'être performant dans le triathlon et puis parce que ça me reconnectait à mon corps, ça me reconnectait à la nature aussi. Et c'est ça qui me permettait voilà, de me sentir bien. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, à l'époque, j'étais prof de maths quand j'ai découvert le triathlon. Ensuite, j'ai quitté l'enseignement pour devenir bûcheron à mon compte. Donc, couper des arbres, planter des arbres aussi. Je faisais un petit peu de tout, du nettoyage de plantation. Et à cette époque, je commençais déjà d'avoir en tête, d'avoir à l'idée de réaliser des expéditions, des grands voyages. J'avais lu un livre de Mike Horn qui m'avait fait un déclic, c'était Conquérant de l'impossible. J'ai lu ce livre la dernière année où j'étais enseignant, à un moment où ça commençait de mal se passer, et où j'avais pris la décision de quitter l'éducation nationale sans savoir ce que j'allais faire. Et puis en lisant ce livre, Conquérant de l'impossible de Mike Horn, eh bien, j'ai eu le déclic et je me suis dit, maintenant, je sais ce que je vais faire. Moi aussi, je vais faire des expéditions. Et c'est là où j'ai décidé, à la place de faire enseignant, eh bien, de m'installer à mon compte dans les travaux forestiers. Et donc à cette époque-là, eh bien, j'étais vraiment dans une optique de donner le meilleur à mon corps afin de pouvoir réaliser des grands voyages, d'être en pleine santé et éventuellement de réaliser des choses qui n'avaient encore jamais été faites. Et donc j'ai commencé à me dire, bon, c'est bien de ne plus boire, c'est bien de ne plus manger de la nourriture industrielle, mais ça serait bien d'aller un petit peu plus loin et d'optimiser mon alimentation. Et donc à cette époque-là, je me suis installé en pleine campagne et je me suis mis à élever ma propre volaille. Je mangeais de tout à l'époque, hein. C'était il y a une dizaine d'années. À élever mes propres volailles, à faire mon jardin, j'avais un verger. Et je produisais à peu près la moitié de ma nourriture. Et dans l'ensemble, la totalité de ma nourriture était quasiment à 100% locale et bio. Et à l'époque aussi, quand je faisais des petites expéditions de 1 mois ou 2 mois, comme en Norvège ou en Suisse, des expéditions préparatoires, eh bien, je travaillais avec une diététicienne
qui m'aidait à voir si au niveau des protéines, lipides, glucides, les macronutriments, et si au niveau des vitamines, eh bien, mes rations alimentaires quand je partais en voyage, si elles étaient bien équilibrées. Et donc voilà, je faisais tout ce que les conseils que j'appelle orthodoxes, alimentaires, me permettaient de mettre en place. Donc globalement, je faisais tout ce que l'on peut dans les croyances orthodoxes, dans ce que l'on peut entendre dans la société, dans les magazines classiques, etc. Je faisais tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. C'est-à-dire, j'avais un métier physique en plein air, je vivais à la campagne sans stress, je faisais du sport, je mangeais local, bio, je faisais la moitié de ma nourriture moi-même. Et pourtant, c'est à cette période-là où ma santé a commencé de se détériorer. J'ai commencé à faire des gros rhumes, même l'été, et des rhumes qui me laissaient KO pendant une semaine. J'ai commencé, mes allergies aux poils de chat et au pollen devenaient de plus en plus forts. J'avais des problèmes de peau au niveau de la transpiration, des problèmes avec des kystes aussi, une acné persistante, et puis mon plus gros problème de santé, c'était une sciatique dans la jambe gauche qui me faisait de plus en plus mal, ça commençait à tourner à l'obsession, tellement ça me faisait mal. Dès que je me baissais, j'avais mal. Et en fait, pendant quasiment un an, je n'ai plus été capable de courir tellement j'avais mal. Dès que je faisais un footing, il me fallait plusieurs jours pour récupérer, tellement la douleur était intense. Et après, pour aller travailler le lendemain dans les bois avec une sciatique, c'était vraiment stressant pour moi de me dire, est-ce que je vais être capable de continuer mon travail avec cette douleur-là? Et puis mes projets d'expédition à la Maïcorne, ça commençait d'être en péril parce que voilà, j'étais mal en point. Et c'est à cette époque où j'ai découvert la course pieds nus, qui m'a permis à nouveau de recourir sans avoir de douleur sciatique. Donc ça a été une très bonne chose. Et cette même année, en l'espace de quelques mois, j'ai découvert plein de pratiques. Donc à l'époque, voilà, j'avais une vie des plus classiques, je mangeais traditionnel mais en suivant les conseils que tout le monde connaît, mais j'avais une vie très traditionnelle. Et puis, donc je découvre la course pieds nus suite à un livre, Born to Run, qu'un ami m'a prêté. Et puis, quelques mois plus tard, je descends la Loire en kayak. C'était une petite expédition en vue de traverser tout le Canada. Et au cours de cette descente de la Loire, il y a beaucoup de soleil, c'est comme en ce moment, voilà, il y a plusieurs jours de soleil. Je descends sur l'eau avec la réverbération, je fais une grosse insolation et je reste 48 heures dans ma tente sans pouvoir boire ni manger tellement la fièvre est forte. Il y avait très très longtemps, peut-être la dernière fois que ça m'était arrivé, c'est quand j'étais enfant. Et quand je sors de cet état de fièvre, je reprends mon voyage. Je me sens à nouveau en pleine forme, je pagaille 9 à 10 heures par jour. Sauf que cette fois, je n'arrive plus à manger. Alors qu'auparavant, j'étais vraiment un gros mangeur. Même si je mangeais bio, local et mes produits, je faisais 4 ou 5 repas par jour. Et c'était des grandes quantités, je mangeais pour 2 voire pour 3. Et quand j'étais en expédition, je mangeais quasiment toute la journée, quoi. Et donc j'avais développé la croyance qu'en fait c'est bien d'avoir de l'appétit, que c'est viril, et puis que si on mange pas, on peut pas avoir d'énergie. D'ailleurs, dès que je sautais un repas ou que l'heure du repas était décalée d'une heure, ça me mettait en colère ou alors j'avais des vertiges. Et là, donc j'avais emmené énormément de rations avec moi pour descendre la Loire en kayak. Donc tout ça étudié par une diététicienne avec des rations de fromage, de viande, beaucoup de pâtes. Et puis voilà, ça principalement. Et donc je sors de cet état de fièvre et là, quand je commence de préparer mes rations, je mange une bouchée et en fait là je suis écœuré. Et donc pendant une semaine, mon corps a quasiment refusé toute nourriture. J'arrivais juste à manger un tout petit peu de fruits et de légumes crus. Et la première journée où ça m'arrive, où je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je me sens en forme alors que j'arrive plus à manger et que j'ai plein d'énergie? Eh bien, le jour où je me pose cette question-là, je m'arrête chez des amis qui vivent au bord de la Loire. Les mêmes amis qui m'avaient prêté le livre Born to Run et qui m'avaient permis de découvrir la course pieds nus.
Et ils me disent, je leur explique ce qui m'arrive, parce qu'ils avaient l'habitude de m'inviter régulièrement à manger, et ils savaient que je mangeais énormément. Et donc là, je leur dis, mais je ne sais pas ce qui m'arrive, j'arrive plus à manger. Et donc ils me passent un livre qui s'appelle Et si on s'arrêtait de manger de Bernard Clavière. Et si on s'arrêtait un peu de manger de temps en temps. Et donc là, je suis juste pour une nuit chez eux, donc j'ai pas le temps de lire tout le bouquin, je lis juste la préface, où l'auteur explique qu'avant c'était un enfant très malade, la médecine n'avait rien pu pour lui, et qu'en désespoir de cause, il avait essayé d'autres techniques alternatives, et donc il avait essayé notamment le jeûne et l'alimentation vivante et végétale. Et c'est ce qui lui avait permis de guérir de ses problèmes de santé et de changer le cours de sa vie. Et donc quand je lis ça, j'ai le déclic de me dire exactement comme quand j'avais lu Mike Horn, à un moment où j'ai envie de quitter l'éducation nationale, je ne sais pas quoi faire, je tombe sur son livre à Mike et je dis, moi c'est ça que je veux faire. Là j'ai eu le même déclic, c'est-à-dire que je vis une expérience où j'ai plus faim, c'est un truc qui m'est jamais arrivé alors que je suis en pleine forme, et je lis ce livre-là, enfin la préface, et là je me dis, moi je veux faire la même chose, je veux manger végétal et vivant. Pas pour être en santé, pas pour des raisons éthiques, juste parce que voilà, j'ai le déclic, ça me plaît, je trouve ça beau en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Il n'y avait rien de rationnel, c'était vraiment purement émotionnel. Et ce qui m'avait aidé à préparer le terrain, parce que c'était vraiment à l'encontre de mes croyances, hein. À l'époque, je me souviens, j'avais une amie qui était végétarienne, qui n'était même pas végétalienne, juste végétarienne. Et je me souviens que je trouvais cette idée très saugrenue. Je lui disais rien par politesse, hein. Et à l'époque, on m'aurait proposé de ne pas manger une journée, j'aurais trouvé l'idée complètement stupide. Mais là, le fait que mon corps refuse la nourriture, le fait que j'ai vécu l'expérience aussi que être pieds nus m'avait permis de ne plus souffrir de la sciatique, mon cerveau était prêt pour se dire, visiblement, là, Florian, il y a plein de choses que tu croyais acquises, des choses que tu croyais vraies, coulées de source. Et là, la vie est en train de te montrer que, en fait, il y a des choses que tu croyais vraies depuis toujours et qui sont peut-être à remettre en cause. Donc, quand on commence de remettre en cause le fait de porter des chaussures, eh bien, on se dit, mais où est-ce qu'on peut s'arrêter, en fait? Jusqu'où on peut remettre nos croyances à plat? Et donc, mon cerveau est prêt. Et donc je me dis, bah tiens, je vais essayer ça. Et donc pendant une semaine, je termine mon voyage sur la Loire. Et je mange quasiment pas, juste quelques fruits, quelques légumes, quasiment un jeûne. Et quand je rentre chez moi, je vide tous les placards, mes volailles, je les donne aux voisins. Et sur une décision, voilà, arrêtée, je me mets à essayer de manger que végétal et vivant, c'est-à-dire cru. Et donc ça a été le début d'une nouvelle aventure. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'était les difficultés à mettre ça en place. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est séduit par l'idée, qu'on a envie de tester, eh bien, il faut rééduquer son corps. Et là, c'est toute une expédition en elle-même. Et donc, pendant 4 ans environ, j'ai essayé, voilà, c'était ma motivation, mon objectif, de me dire je vais essayer de manger que ça, sauf que je n'y arrivais pas, et puis j'étais pas très bien renseigné, à l'époque j'avais pas internet chez moi parce que je trouvais que ça polluait, que j'avais pas envie de cet outil à la maison, donc je connaissais pas du tout les mouvements hygiéniques, je savais même pas que ça existait, et puis les quelques personnes que j'avais rencontrées n'étaient pas très bien informées sur le sujet, et donc je continuais un petit peu de consommer des céréales cuites, mais je me disais c'est pas vraiment mon objectif, mais voilà, j'avais faim et le végétal cru ne me permettait pas de me sentir rassasié. Et en parallèle, eh bien, je mangeais donc quasiment que du végétal, à 80% végétal et cru, et puis une fois par semaine, environ une fois tous les 10 jours, j'avais vraiment des grosses envies d'aller manger de la nourriture industrielle, des choses qui ne m'étaient jamais arrivées auparavant. Voilà. Auparavant, j'allais jamais manger des pains au chocolat, des croissants aux amandes, des choses comme ça. Et là, tout d'un coup, j'avais envie de manger ce genre de choses. Et quand l'idée me venait, c'était tellement obsédant que je pouvais, ça m'ôtait toute motivation. Je me souviens le week-end chez moi quand j'allais pas au travail.
je pouvais rester plusieurs heures couché chez moi avec plus aucune envie de faire quoi que ce soit et avec juste une idée en tête d'aller manger autre chose. Et après j'allais manger autre chose parce que voilà, j'avais envie de faire quelque chose de ma journée, je me sentais pas j'avais pas la motivation pour me lever à part pour aller acheter quelque chose. Et quand je mangeais ça, après j'arrivais plus à m'arrêter, je pouvais en manger un, deux ou trois jusqu'à être complètement écœuré. Et après à me sentir mal et me dire mais qu'est-ce qui m'arrive quoi, je connaissais pas ça auparavant. Mais l'expérience que j'avais vécue en descendant la Loire, ce livre aussi de Bernard Clavière me disait non, il y a quelque chose que je comprends pas et j'ai pas envie de revenir en arrière. Quoi. Je sens qu'il y a quelque chose et il y a une idée là qui est intéressante pour moi. Et donc je suis un petit peu dans cet état de frustration et qui dure à peu près un an. Et puis après je pars pour ma première grande expédition qui s'appelle America Extrema. Ça consistait à traverser toute l'Amérique du Nord, de son extrémité est jusqu'à son extrémité ouest, 12 000 km, sans moyens motorisés, à vélo, à pied, en kayak et à ski. Et donc pendant toute cette expédition, j'ai mangé vegan pour ainsi dire, à peu de choses près. Et au cours de cette expédition, donc c'était assez étonnant de manger vegan parce que je passais dans des villages où eux ils mangeaient quasiment que de la viande. C'était vraiment leur culture, les Amérindiens. Ils vivaient, même s'ils mangeaient de la nourriture industrielle parce qu'elle avait gagné tout le pays, ils avaient encore l'habitude de manger énormément de viande. Et donc je passais de village en village, l'été j'étais pieds nus avec mon alimentation végane, et ils étaient relativement ouverts, j'ai jamais entendu une seule critique par rapport à mon alimentation de la part de gens qui ne mangent quasiment que ça. Et ils étaient assez curieux, et au cours de cette expédition je m'arrête pendant plusieurs mois, entre le mois d'octobre et le mois de février, dans un même village parce que l'hiver est arrivé et ça m'empêche de voyager. Et donc, il y a une grande chaîne de montagnes quand j'arrive qui s'appelle les Monts Mackenzie. C'est le prolongement des Rocheuses, donc ça fait une grande barrière qui bloque la traversée de l'Amérique du Nord. Et au mois de septembre, normalement, j'avais encore une chance de passer avant les premières neiges. Et là, les premières neiges étaient en avance. Et donc, elles me bloquent. Et là, les gens me disent, la fonte des neiges, maintenant, ça sera au mois de juin, pas avant. Donc ça fait, entre septembre et juin, ça fait quand même une longue période à attendre. Et puis, donc je me dis, j'ai pas le choix, il faut que je patiente sur place, donc je cherche un endroit pour me loger. Il y a un charpentier qui me prête son atelier à l'extérieur du village, où j'ai passé plusieurs mois. Et ce charpentier me dit, oh, mais t'es pas obligé d'attendre le mois de juin, tu peux traverser les montagnes dès que les rivières sont bien gelées, qu'il y a de la neige, tu pourras essayer de les traverser. Et puis il me rajoute, voilà, donc moi il me dit ça, je le crois. Puis après ce que j'apprends, c'est qu'en fait personne ne les a encore jamais traversés comme ça. Et j'ai même appris aussi qu'il y avait des champions olympiques qui avaient tenté la traversée et qui avaient échoué. Et quand j'ai appris ça, je me suis pas remis en question, je me fais non, il m'a dit que que je pouvais le faire, donc je vais le faire quoi. Donc puis en plus je rêvais de ça après tous les livres d'expédition, d'aventuriers que j'avais lus, je rêvais de faire ma propre expédition polaire. Parce que là-bas, les températures sont à peu près de moins 40 degrés, moins 40, moins 45 au plus froid l'hiver, avec entre 1,20 m et 1,50 m de neige. Et donc, pendant plusieurs mois, de septembre à février, je travaille sur place pour me payer de mon équipement. Je m'achète de l'équipement, je m'entraîne, je prends des conseils de gens qui vivent sur place depuis très longtemps pour me préparer. Et puis ce que j'observe qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, depuis que je mange vegan, ça fait que seulement un an, puis que je suis pieds nus, pareil un an, en fait ça a changé des choses à l'intérieur de moi et je crains beaucoup moins le froid qu'avant. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les gens sur place sont très surpris parce que quand on va faire du ski ensemble, eux ils ont des grosses chaussures bien neuves, etc. Moi j'avais récupéré une paire de chaussures à moitié trouée à la décharge et avec double paire de chaussettes, et quand on fait une sortie de ski, ils arrivent, ils ont les pieds qui commencent d'être presque bleus. Et moi je mettais pas de chaussettes parce qu'en fait dans mes chaussures je transpirais littéralement. Et donc ça ils étaient vachement surpris par ça parce qu'ils me disaient mais tu manges pas de viande?
Et en fait, tu crains moins le froid que nous, alors que soit c'est son premier hiver ici, et que nous, ça fait, on vit ici depuis toujours pour certains. Donc déjà, il se posait quand même quelques questions. Et donc je me prépare pour cette expédition, arrive le mois de février, et là tout est prêt, et puis je fais des essais, je fais des expérimentations, je pars quelques jours m'entraîner, et puis j'arrive à la conclusion qu'en fait je n'arrive pas à mettre assez de nourriture dans ma luge, et que je ne peux pas, avec les nourritures que j'ai, faire toute la traversée. Et il me manque à peu près, voilà, je peux faire à peu près les 2 tiers de la traversée, donc je peux faire à peu près 400 km sur les 600, et donc il y a 200 km pour lesquels normalement j'aurais pas de nourriture, selon mes estimations. Et donc là, la raison veut que, voilà, dans un milieu froid comme ça, avec de la neige et des efforts physiques importants à fournir, c'est pas comme un jeûne qu'on fait dans une cure à faire des mouvements de yoga. Là, c'est tirer une luge dans la neige et marcher toute la journée. Et donc la raison voudrait que je renonce à mon projet, puisque là c'est trop tard et c'est trop difficile, trop coûteux de réfléchir à un nouvel équipement. Et sauf que mon intuition, elle me dit non, non, t'inquiète pas, Florian, vas-y, fonce, tout va bien se passer. Et puis toutes les expéditions que j'avais faites au préalable m'avaient permis de voir que j'avais cette capacité à écouter mon intuition, que mon intuition m'avait jamais trompé. Et donc je me dis, j'essaye de rassurer mon mental en lui disant, c'est peut-être juste parce qu'en fait je vais avancer plus vite que prévu. C'est peut-être pour ça que mon intuition me dit de quand même partir, alors que j'ai pas assez de nourriture. Et puis aussi le fait d'avoir déjà vécu une expérience de jeûne spontané en descendant la Loire, je me dis, je sais pas, peut-être aussi que si jamais il manque un petit peu de nourriture, je finirai en jeûnant, et voilà. Un peu freestyle. Donc je pars pour faire cette traversée, il fait moins 40 degrés, c'est la semaine la plus froide où je pars, et en sachant que j'ai pas assez de nourriture pour faire tout le trajet. Et donc je commence cette traversée des monts Mackenzie, que personne n'a encore jamais traversé seul, sans moyen motorisé en période hivernale, et puis en fait j'avance selon le rythme que j'avais évalué. Ce qui fait que j'arrive à peu près à la moitié de la montagne, il me reste quasiment plus beaucoup de nourriture. Et en plus, j'arrive dans un secteur où il y a entre 1,20 m et 1,50 m de neige. Et puis là-bas, c'est une neige qui est très poudreuse parce que l'air est très sec avec le froid. Ce qui fait que c'est pas comme chez nous, la neige se tasse pas. C'est-à-dire que quand vous avez 1,20 m, 1,50 m de neige, moi qui suis déjà pas très grand, en fait, vous passez à travers. Donc ce qui fait que la neige, elle m'empêchait littéralement d'avancer. Et ce qui fait que j'avançais de 5 km par jour. Sur ce secteur-là. 5 km quand vous êtes dans une montagne un petit peu dégagée, comme c'est le cas là-bas, le matin quand vous vous levez, ce que vous voyez à l'horizon, vous ne l'atteignez même pas en fin de journée, alors que j'avançais 10 heures par jour. Donc le moral était au plus bas, j'ai presque plus de nourriture, je suis dans un secteur où j'arrive quasiment plus à avancer. Et là, toute la foi, toute la confiance en la vie que j'avais accumulée ces dernières années au cours de mes expéditions, où je voyais j'avais une bonne étoile qui veillait sur moi, qui faisait que je rencontrais les bonnes personnes au bon moment, que j'arrivais toujours à aller jusqu'au bout de mes voyages. Tout d'un coup, là, j'ai vraiment le doute qui est en train de me gagner, puis il y a mon mental qui revient au galop, et puis qui me dit, mais tu t'attendais à quoi, à partir sans nourriture comme ça dans une montagne où il n'y a pas une route, il n'y a personne qui vit l'hiver là-bas. Tu t'attendais à quoi? Et ce jour-là où je me sens démoralisé, c'est un jour où je me mets à pleurer, à crier dans la montagne ma colère, ma frustration. Et puis ce qui m'attriste le plus, c'est de me dire qu'en fait mon intuition m'avait trompé. C'est-à-dire qu'elle m'avait dit de partir, puis au final je me retrouve coincé au milieu d'une montagne avec presque plus de nourriture et complètement épuisé physiquement. Et j'ai une balise de détresse avec moi, et en fait, j'ai même pas envie d'utiliser cette balise de détresse parce que la vie dans la société ne me convenait pas du tout, ne me rendait pas du tout heureux, et mes expéditions, c'était une manière de vivre autre chose, c'était mon oxygène. Et donc me dire qu'en plus que mon intuition m'a trompé, et qu'en plus il faut que je revienne, que j'abandonne mon rêve pour revenir avoir une vie classique dans la société, pour moi c'était comme mourir. Et donc dans l'état d'esprit que j'étais sur le moment, je me suis dit, en fait, puisque je ne peux pas compter sur mon intuition, c'est comme si je m'étais trahi moi-même, puisque c'est ça, je vais continuer d'avancer jusqu'à ce que j'ai plus de nourriture et que je tombe d'épuisement.
Et puis à bout d'un moment, quand je serais complètement épuisé, je tomberai le nez dans la neige et puis je mourrai et on parlera plus de moi et ça sera très bien comme ça. Donc ce jour-là, je suis vraiment dans cet état d'esprit où la foi m'abandonne. Et puis je regarde ma carte et je me souviens qu'il y avait une cabane, une cabane qui était sur le trajet pour cette journée-là, où je commence de perdre la foi. Et je me rappelle que j'avais regardé sur internet à quoi ça correspondait, ces petites cabanes qui étaient en plein milieu de la montagne. Et c'était des cabanes qui sont utilisées par les chasseurs l'été. Et ils arrivent en hélicoptère ou en quad, des fois ils ont plusieurs jours de route. Et ils passent quelques semaines l'été pour chasser l'élan ou autre chose. Et donc je me dis, ah bah tiens, cette cabane-là, si au moins elle était ouverte, je pourrais au moins passer une nuit au chaud. Mais j'avais vu des photos et c'était un truc touristique bien barricadé, etc. Donc je me disais, il y a peu de chance. Mais bon, c'était la seule petite espoir qui me restait. Donc je fais mes 5 km dans la journée, j'arrive le soir à la cabane. Et première surprise, bah, la porte est ouverte. Et deuxième surprise, il y a assez de nourriture à peu près pour que je me nourrisse pendant un mois. Donc je précise tout de suite que c'est une nourriture que j'ai prise à personne, elle a fait défaut à personne, c'était des surplus que les chasseurs avaient laissés, ils en laissent toujours des grandes quantités. Il y avait une souris qui avait commencé de manger les céréales qui étaient dedans. À l'époque je ne mangeais pas que végétal et cru, donc ça tombait bien parce qu'il y avait beaucoup de céréales. Et donc voilà, j'ai pu me reposer quelques jours dans la cabane, faire le plein de nourriture et puis repartir et terminer le voyage. Et bref, au moment où je rentre dans cette cabane-là, où je me rends compte qu'elle est ouverte et qu'il y a de la nourriture dedans, le premier sentiment que j'ai, c'est pas youpi, je suis sauvé, c'est un sentiment de honte, celui d'avoir douté auparavant que la vie avait pu me tromper, que mon intuition avait pu me tromper. Et puis, donc je redescends de cette montagne-là, et ça, on arrive début mai, parce qu'il m'avait fallu plus de 2 mois pour tout traverser. Et puis sur les 120 derniers kilomètres, je crois, oui c'est ça, 120 derniers kilomètres, en fait il n'y a plus de neige, c'est beaucoup plus bas en altitude. Et donc je ne peux plus tirer ma luge. Je suis obligé d'abandonner mon matériel et ma tente elle fait 10 kg, il y a un poêle à bois à l'intérieur, bref c'est pas le genre de choses qu'on peut tirer sur du caillou. Et donc là cette fois j'ai une intuition qui me dit, Florian, dorénavant tu n'auras plus besoin de rien pour voyager. Et avec tout ce que j'avais vécu auparavant, le fait que mon intuition me dise pars sans avoir assez de nourriture, t'inquiète pas, tout va bien se passer, bah après ça vous fait réfléchir et quand vous avez des nouvelles intuitions, même si elles vous paraissent un peu folles, vous gagnez en confiance et vous accordez davantage de crédit à chaque fois à ce que vous dit votre intuition. Donc là, mon intuition me dit vas-y, t'inquiète pas, tu n'as plus besoin de rien pour voyager. Et comme j'arrivais plus à avancer avec mon matériel, donc je me suis séparé de ma tente, alors qu'il faisait encore des températures négatives la nuit. Et puis j'essaye de faire un sac à dos de fortune pour prendre mon duvet, pour prendre un maximum de choses, pour au moins pas avoir froid la nuit. Et je commence de marcher avec ce sac à dos de fortune, et puis voilà, il me reste 120 km à marcher. Ça commence de me déchirer la peau, de me blesser la peau dans le dos. Ça me ralentit énormément, puis il y a cette voix qui revient qui dit non, mais tu n'as plus besoin de rien pour voyager à partir de maintenant. Et donc je fais bon bah ok, donc j'ai déposé mon gros duvet. J'avais un pantalon d'après-ski qui était fait pour des températures polaires, donc j'avais trop chaud la journée. Donc j'ai laissé aussi mon pantalon de ski. Il me restait juste un grand sous-vêtement, donc j'ai quasiment fini le voyage en sous-vêtements, quoi. J'avais même plus de pantalon. Et j'ai conservé juste un tout petit sac à dos de 3 litres, je crois, avec mes papiers. À l'époque, je voyageais avec des papiers. Avec mon matériel informatique et puis un petit peu de réserve de nourriture, voilà, le minimum de ce que j'avais besoin. Et sachant qu'il me restait à peu près 120 km et qu'il faisait des températures négatives la nuit. Et là, eh bien, à chaque fois que j'avais fait une quarantaine de kilomètres dans la journée et que je commençais vraiment d'être fatigué, eh bien, je tombais sur une cabane qui était ouverte avec des couvertures, un poêle, des fois un petit peu de réserve de nourriture. Et ce qui fait que j'ai terminé les 120 derniers kilomètres comme ça,
sans me mettre vraiment dans l'inconfort, en trouvant à chaque fois ce dont j'avais besoin. Donc là, je commençais de me dire, c'est bizarre ce qui se passe quand même à l'intérieur de moi, mais j'étais tellement dans des croyances cartésiennes avec mon éducation scientifique que pour moi la spiritualité c'était un univers un peu de charlatanisme. Dans ma tête c'était un peu BFM TV par exemple, qui tournait en boucle. Il y avait beaucoup de choses à déconstruire. Donc la vie elle m'a donné des expériences hyper fortes pour casser toutes ces croyances limitantes sur la vie. Et comme ces deux expériences-là n'étaient pas suffisantes, elle m'en a fait vivre une troisième. Et cette troisième expérience qui m'a vraiment ouvert les portes de la spiritualité, eh bien, c'est sur la fin du voyage, je me rappelle, je suis sur une île en Alaska. Et ça fait donc voilà 13 mois que je voyage à peu près. 13 mois que je partage le territoire avec les ours bruns, les ours noirs, les grizzlies. Et que je suis relativement serein par rapport à ça. C'est-à-dire que je fais attention, je ne laisse pas ma nourriture dans la tente, je la mets à l'écart, j'ai pas de pâte à dentifrice, etc. avec moi, parce que ça c'est le genre de choses qui peuvent sentir et les attirer. Donc je fais tout ce qu'il faut, mais j'ai pas d'armes, j'ai pas de répulsif au poivre, et je suis serein avec ça. Sauf que il y a un matin, je me réveille et en fait j'ai la peur au ventre de faire une mauvaise rencontre avec un ours. Alors que d'un point de vue rationnel, il n'y a aucune raison, puisque ça fait 13 mois que je suis en voyage, et tout d'un coup, ça me prend. Sauf qu'avec toutes les intuitions que j'avais vécues et qui s'étaient réalisées auparavant, j'écoute ce message. Je me dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que j'ai peur? Donc toute la journée, quand je me déplace sur cette île, qui est complètement inhabitée, avec des gros rochers, on a l'impression d'être sur une autre planète, et donc je chante ou je fais du bruit quand j'arrive vers des buissons, quand il y a un virage, etc. Pour pas surprendre un ours parce qu'ils sont surtout dangereux quand on les surprend. Et la journée se passe, je fais du bruit, je chantonne, etc. Et en fait, je rencontre pas d'ours. Et à la fin de la journée, sur ma carte, il y avait une cabane. Il y a pas mal de petites cabanes, soit de chasseurs, soit de pêcheurs. Et dès qu'il y a une cabane, là-bas, on se prive pas parce qu'on sait que voilà, on va dormir sur ses deux oreilles. Qu'un ours ne viendra pas rentrer, donc quand il y en a une, on ne se prive pas. Donc je me dis, ah tiens, chic, une cabane, c'est la fin de journée, je la vois, elle est à quelques centaines de mètres. Il y a juste une petite descente à faire, descendre un petit vallon, une petite rivière en bas avec des bosquets, puis de l'autre côté, après la cabane, elle est juste là. Et donc je descends ce petit vallon, puis je repense à mon intuition, je me dis, mais comment ça se fait? J'ai eu cette intuition, cette peur de rencontrer un ours, et qu'il m'arrive rien, que je rencontre rien. Et donc je réfléchis à ça, puis j'arrive dans le bosquet qui est en bas vers la petite rivière, puis je me dis, ça se trouve, il y aura un ours qui va être juste derrière le bosquet, là où je vois pas. Mais j'y crois pas, c'est pas possible. Donc au lieu de sortir du bosquet comme j'aurais fait en temps normal, je m'arrête, puis j'écarte les branches. Et là à ma gauche, je vois une femelle grizzly, et à ma droite, je vois son petit. Donc si j'étais sorti du bosquet sans réfléchir, eh bien je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler. Parce que c'est une situation mortelle que de se mettre entre une mère et son petit. Et donc là, j'ai fait demi-tour, je suis rentré dans la cabane par l'autre côté de la petite colline. Et cette nuit-là, eh bien, j'ai pas pu dormir. Parce que là, mon esprit rationnel, qui aime comprendre, qui est curieux, eh bien, il a été mis face à une situation qu'il ne pouvait absolument pas expliquer. Un peu comme quand je me suis mis à découvrir un jeûne spontané alors que je croyais qu'on ne peut pas avoir d'énergie si on ne mange pas. Et donc là, je me suis dit, visiblement, il y a une information qui devient d'un ange, d'une bonne étoile, de je ne sais quoi, une information bienveillante, puisque ça m'a permis de sauver ma vie, qui est venue m'avertir d'une situation que j'allais rencontrer dans le futur. Et donc, à partir de ce jour-là, je me suis dit, en fait, c'est plus possible de vivre comme si le monde de l'invisible n'existait pas. Parce que visiblement, le monde de l'invisible pouvait me sauver la vie, comme pouvait me causer des ennuis. Et donc ce jour-là, ça a vraiment changé ma perception de l'ordre des choses, dans l'univers, dans la vie en général. Et je vous parle de tout ça parce que pour moi, c'est en lien avec mon changement d'alimentation. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça aussi que je l'ai observé chez d'autres personnes qui ont modifié leur alimentation. Et je pense que aller vers plus d'alimentation végétale et crue, ça permet d'ouvrir certaines sensibilités, certaines réceptions
qui moi personnellement m'ont permis voilà, de me reconnecter davantage à mes intuitions. Et ensuite, je rentre chez moi après cette traversée, et puis à nouveau les mêmes problèmes frustrants avec l'alimentation. Mon objectif, c'est de manger végétal et cru. Pour moi, c'était le même objectif qu'une expédition. Il n'y a pas de raison en soi d'aller traverser toute l'Amérique du Nord. Je n'avais pas de raison particulière de manger que du végétal et du cru. C'était juste que voilà, c'était mon truc du moment. Et quand j'ai un objectif, je fais tout pour aller, même si ça me prend plusieurs années pour l'atteindre. Et donc là, je rentre chez moi et c'est à nouveau la même chose. La semaine, grosso modo, j'arrive à manger que du végétal et du cru, avec un petit peu de cuit encore. Et puis le week-end, gros craquage sur de la nourriture industrielle. Et là, je me sens hyper frustré parce que je suis vraiment convaincu des bienfaits de ce type d'alimentation, mais je n'arrive pas à le vivre. Et j'ai des doutes qui viennent en tête. Est-ce que finalement, je ne serais pas en carence de B12, en carence de protéines? Enfin bref, quand j'en parle autour de moi, c'est pas des choses qui m'encouragent. Les réponses qu'on me fait, ce ne sont pas des réponses qui m'encouragent à persévérer dans l'alimentation végétale et crue, mais qui font émerger des doutes. Et donc je me laisse un petit peu contaminer par ça, et puis mon intuition qui est là, qui me dit non, non, fais confiance, c'est vraiment un objectif pour toi. Et donc avec tout ce que j'avais vécu auparavant dans mes expéditions, mes intuitions qui n'étaient pas toujours, le plus souvent qui n'étaient pas rationnelles, je savais qu'elles ne m'avaient jamais trahi, même quand elles me disaient de faire des choses complètement incroyables. Et donc là, je me disais, non, non, je ne vais pas céder à la peur du manque de protéines, céder à la peur de me dire je vais manquer de B12, ou de me dire qu'il faut quand même un petit peu de cuit pour trouver l'équilibre. Je fais confiance. Comme quand j'avais ma sciatique, je savais qu'une solution naturelle allait se proposer, mais qu'il fallait être patient. Et donc voilà, j'attends encore plusieurs années. Donc quand je reviens de la traversée de l'Amérique du Nord, c'est en 2016. Et puis 2 ans plus tard, je suis toujours au même point, toujours dans des cycles où je mange bien, après je mange mal pendant une journée, et puis je me sens mal derrière, etc. etc. Vraiment le cercle vicieux. Et là je me dis, je sens qu'il faudrait que je fasse un jeûne long, et que ce jeûne long me permettrait de sortir de ce cercle vicieux. Sauf que quand je jeûnais chez moi, je ne revivais pas du tout l'état de grâce que j'avais connu quand j'ai descendu la Loire en kayak. Chaque fois que je rejeûnais, je me sentais mal, baisse d'énergie, baisse de motivation, état dépressif, un état qu'en général on est assez nombreux à connaître quand on essaye de jeûner, et j'arrivais pas à jeûner plus de 3 ou 4 jours. Et après je craquais, et puis je trouvais pas la motivation de poursuivre le jeûne parce que je me disais, j'ai pas vraiment de problème de santé. Et puis pourquoi jeûner plus longtemps, etc. Bref, quand vous jeûnez parce que vous avez vraiment un challenge à atteindre, vous avez une motivation qui est là, qui est présente, mais jeûner juste parce que pour être un petit peu plus en forme, ou etc., c'était pas une motivation assez forte. Et ce que j'avais observé aussi au cours de ces plusieurs années où j'ai mangé 80% d'alimentation végétale et crue, eh bien, c'est que j'avais mes problèmes de santé. Certains de mes problèmes de santé avaient nettement diminué, notamment les problèmes allergiques, poils de chat, pollen, problèmes de myopie aussi qui avaient nettement diminué, problèmes de peau avec les kystes. La sciatique, elle avait disparu quand je m'étais mis déjà à marcher pieds nus. Et donc j'avais observé déjà des bienfaits sur ma santé, rien qu'à mettre 80% de végétal et cru. Mais j'étais pas satisfait du résultat parce que mon intuition me disait non, non, va au 100%. Et donc c'est là où j'essaye de jeûner, je n'y arrive pas, je me sens mal, je comprends pas ce qui se passe. Et donc mon intuition me dit il faut faire un jeûne long. Et là je réfléchis, mais oui, mais sauf que quand je suis chez moi, même si j'ai pas de nourriture chez moi, les magasins sont pas loin, et je sais qu'au bout de 3-4 jours je craque et puis qu'après c'est terminé, voilà. Et donc je me dis, en fait, il faudrait que j'aille dans un endroit où une fois que j'ai démarré mon jeûne, j'ai plus la possibilité de l'arrêter comme ça sur un coup de tête. Et donc c'est là où je me dis, en fait, je connais un endroit où je pourrais faire ça, les monts Mackenzie que j'ai déjà traversé l'hiver, j'ai qu'à y retourner l'été, et je sais que là-bas, sur 600 km, il n'y a personne qui y vit, et une fois que je serai parti, le prochain repas, il sera de l'autre côté de la montagne, donc j'aurai pas le choix que de faire un jeûne long. Ça, c'est un peu ma méthode radicale, quoi.
Et donc là, je prends le téléphone et puis j'appelle mes amis qui sont restés sur place. La ville s'appelle Norman Wells, juste avant les Monts Mackenzie. Puis je leur dis, ah ben, j'ai prévu de vous rendre visite cet été. Donc on est content parce que voilà, pendant plusieurs mois, il s'était créé plein de liens là-bas. Et donc j'appelle un ami qui s'appelle Wes, il m'avait coaché avec mon équipement. Et donc je l'ai au téléphone, puis je lui dis, ah ben, je reviens cet été, j'ai envie de faire la Canol Trail. C'est comme ça que s'appelle le chemin là-bas, qui traverse les montagnes. Et faut savoir que c'est le trek le plus difficile au monde, voilà, de par sa difficulté, des difficultés du terrain, parce qu'il n'y a quasiment aucun chemin, c'est du hors-piste, il faut s'orienter à la boussole ou au GPS. Il n'y a pas de pont pour traverser les rivières, et c'est des rivières qui font des fois 1 kilomètre de large, avec plusieurs branches. C'est le territoire des grizzlies, il y a un isolement sur 600 km, et donc voilà, c'est pour ça que c'est le trek le plus difficile au monde. L'isolement ? Eh ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une route, il n'y a pas une personne qui vit sur cette chaîne de montagne. Elle est déserte. Voilà, il y a des chasseurs qui viennent l'été et ça s'arrête là, dans les petites cabanes touristiques en plein milieu, et c'est tout. Et donc j'appelle cet ami et je lui dis, ah bah je vais venir traverser la Canol Trail cet été. Il me fait, ah mais c'est trop facile pour toi ça. Il me dit en rigolant. Je fais, non mais je vais le faire en jeûnant. Là, il ne me croit pas, mais il s'arrête de vouloir critiquer mon projet parce que bon, il sait que voilà, c'est comme ça. Et donc, je prépare ça et donc ensuite, donc c'est l'été 2018. Je pars avec Damien Artero, le réalisateur de films d'aventure, qui mange aussi pas mal de végétal et cru, qui fait aussi quelques pratiques hygiénistes. Et puis, on part chacun de notre côté. On a prévu de se rejoindre au milieu de la montagne. Et donc, je pars 10 jours seul. On se rejoint sur les 4 derniers jours. Et on fait un documentaire ensemble qui s'appelle La Marche sans fin. Et quand je fais la reprise alimentaire à l'issue de ces 14 jours de jeûne, voilà, moi j'ai réussi à traverser jusqu'à la route. 360 km en 14 jours, avec une météo très très compliquée. J'étais parti, c'était la canicule. Il faisait, je crois, 25 degrés là-bas sous le cercle polaire. C'était presque du jamais vu. Donc j'étais parti hyper léger. J'avais pas emmené de poncho ou de vêtements imperméables. J'avais même pas pris de tapis de sol pour dormir, parce que je voulais partir le plus léger possible. Et en fait, j'ai eu 2 ou 3 jours de beau, et après, la météo a complètement changé, et j'ai eu de la flotte tout le restant du trajet, et des températures qui sont même descendues en dessous de zéro la nuit. Donc après, le projet, c'est vraiment devenu une expédition presque de survie, puisque j'avais pas de nourriture, en plus j'avais froid quasiment tout le temps. Donc ce qui fait que j'ai vraiment sollicité l'hormèse, mes capacités d'adaptation au maximum. Donc j'ai un petit peu regretté sur le moment de ne pas avoir pris plus d'équipement pour être confortable. Mais après, avec le recul, je me suis dit que ça m'a permis de voir que le corps il avait vraiment des ressources et qu'on pouvait vraiment se mettre dans les pires conditions d'hormèse, et que le corps avait cette capacité d'à la fois jeûner et de s'exposer au froid. Donc on fait ce documentaire ensemble, et voilà, on fait le montage. Et puis quand je fais ma reprise alimentaire, et ben en fait, je mange j'arrive pas à me contrôler, ou je me contrôle, je sais pas, peut-être 24 heures, 36 heures, où j'essaye de manger quelques fruits. Alors on fait notre reprise alimentaire avec une équipe de travailleurs canadiens où il y a une petite corbeille de fruits avec des pommes, 2 pommes, 4 oranges, qui n'ont aucun goût. Puis le reste, c'est de la nourriture américaine, quoi. Donc j'essaie de faire ma reprise alimentaire la plus douce possible en mangeant les peu de fruits qu'il y a dans la corbeille. Après je me dis, bon bah je vais pas manger les hamburgers et tout, donc je vais manger une soupe cuite, tant pis. Et puis après je commence de manger les gâteaux qu'ils avaient préparés, etc. Puis là le lendemain je réveille Damien de bonne heure et je lui fais, écoute, moi j'ai pas jeûné 14 jours là pour faire une reprise alimentaire avec des lasagnes ou je sais pas quoi. Donc là, il faut qu'on trouve un moyen de rejoindre la première ville le plus vite possible. Donc on a fait du stop, on nous a amené vers une équipe de mineurs
qui se faisait ravitailler le jour même par avion. Il y avait 2 places dans l'avion, donc on est monté dans l'avion et le soir on avait rejoint la première ville. Et après, ma reprise alimentaire n'a pas été complètement terrible parce que je mangeais des quantités incroyables, quoi. Donc la reprise alimentaire était vraiment pas brillante. Et puis quand je suis rentré chez moi après, même délire avec le cercle vicieux. Je mange du végétal et cru une fois par semaine, j'ai des gros craquages sur des trucs qui m'écœurent et je comprends pas ce qui se passe. Et là, je fais mais c'est pas possible, quoi. Et donc je me dis, j'ai jeûné 14 jours et en fait, bon, ça m'a forcément fait du bien, mais ça m'a pas donné la solution pour sortir de ce cercle vicieux et atteindre mon objectif. Et puis finalement, ce qui m'a aidé, c'est avec le film La Marche enfin, ça m'a ouvert les portes du milieu de l'hygiénisme. J'ai rencontré notamment Irène Grosjean, Miguel Barthéléry, et qui m'ont fait un plan de santé, ils m'ont fait découvrir notamment les purges. Et je vais regarder l'heure pour pas déborder. C'est bon, on est large. Donc ils me font découvrir les purges, et à l'époque, moi je voulais pas toucher à ça, parce que quand je me suis mis à manger végétal et cru, je me suis dit, en fait la logique, si je comprends bien, c'est que plus que la nature, elle nous donne ce dont on a besoin sous sa forme brute, et qu'en fait on n'a pas, le moins on intervient dans son corps en transformant la nourriture ou autre, plus on est connecté à l'environnement, plus c'est naturel et mieux c'est. Et là, prendre une substance qui va me rendre malade sur commande, me donner une diarrhée, pour moi, c'était intervenir dans les processus du corps et c'était pas sain. Et donc, mais comme j'étais dans ce cercle vicieux-là, puis qu'ils n'arrêtaient pas d'insister avec les purges, je fais bon, ok, je vais tester les purges. Et donc là, je me souviens la première fois où j'ai pris du ricin, j'ai pas fait le signe de croix, mais presque. Hein. J'ai pourvu que je fasse pas une erreur. Donc je dis ça pour tous ceux qui ont peur de le tester, vous inquiétez pas, moi j'ai eu peur aussi. Hein. Mais bon, voilà, je suis face à une impasse, ça fait des années que je tourne en rond, bon, il y a un moment, il faut faire du neuf pour avoir des résultats différents. Et donc, je prends ma première purge, donc il faut jeûner quand vous prenez une purge, il faut jeûner au moins 18 heures. Et donc pendant cette période de petit jeûne, je sens les mêmes effets que quand je jeûne habituellement, c'est-à-dire que je me sens pas très bien, baisse de motivation, etc. Puis en plus, il y a le ricin qui me travaille le ventre. Et après, je vais sur les toilettes, je vidange comme on m'avait prévenu. Et puis là, au moment où j'ai sorti vraiment le gros paquet, après, tout d'un coup, je ressens une clarté d'esprit, une énergie fluide qui se remet à circuler dans mon corps. Et je fais, ah, ok, c'est bon, j'ai compris pourquoi on me serinait avec les purges. Et donc après, j'ai suivi mon plan de santé, j'ai fait mes purges régulièrement. Plusieurs fois par mois et après en fait j'ai plus eu d'envie d'aller manger des croissants aux amandes, des pains au chocolat, de remanger de la viande ou d'aller remanger des céréales. Tout ça c'était presque du jour au lendemain, c'était voilà, c'était une autre vie, quoi. Et donc ça m'a vraiment marqué. Et puis ce que j'ai observé en parallèle, c'est que avec le 80% végétal et cru, j'avais obtenu une nette amélioration de mes problèmes de santé, les allergies, problèmes de peau, la myopie. Et là, ça m'avait permis d'atteindre un niveau supplémentaire au niveau de la diminution des symptômes. Mais ce n'était pas mon objectif de les faire disparaître. Mon objectif, c'était juste d'écouter mon intuition qui me disait d'aller manger que du végétal vivant. Donc là, j'étais hyper content parce qu'enfin, j'avais atteint mon objectif. Et puis en plus, ma santé, voilà, s'était vraiment nettement améliorée. Et ensuite, à l'issue de ça, eh bien, je me suis dit que j'aimerais vraiment mettre en place une dernière expédition. J'avais réalisé 2 premières mondiales à l'époque, donc la traversée de l'Amérique du Nord et puis la traversée des monts Mackenzie sans manger, la marche sans fin. Et je me suis dit, j'ai envie d'enfoncer le clou, si je puis dire, et puis de mettre en place une expédition où vraiment je vais utiliser ces pratiques hygiénistes à fond pour voir jusqu'où elles peuvent m'emmener et quelles sont leurs limites si elles en ont. Et tout en étant à l'écoute de mes intuitions qui me disaient que voilà, maintenant tu n'as plus besoin de rien pour voyager. Donc c'est là où je me suis dit, en fait, je vais imaginer une expédition où je vais pratiquer l'hygiénisme à fond. Et c'est comme ça que l'empreinte a vu le jour et que j'ai eu l'idée d'aller traverser toute l'Europe en courant
un marathon par jour. Enfin, au départ, je ne savais pas que j'allais courir un marathon par jour. En tout cas, de traverser l'Europe en courant pieds nus, sans équipement, sans argent, sans papier, sans rien, et en mangeant que des fruits et des légumes crus. Et je me suis dit, bah, moi, ça va me servir à moi personnellement pour jouir de mon corps, tout simplement, pour l'utiliser, voilà, une manière d'exprimer ma joie, d'exprimer mes capacités, de me sentir pleinement vivant, voilà, d'utiliser mon corps à 100% de ses capacités. Et puis l'autre motivation que j'avais, c'était de me dire, bah, toutes ces pratiques hygiénistes, le fait d'être pieds nus, le fait de ne plus manger de produits animaux, le fait d'utiliser des purges, etc. Il y a tellement de personnes qui ont peur par rapport à ça, qui se posent des questions. Je me suis dit, bah, ça serait bien de montrer que bah, en se passant en étant à fond dans cette pratique-là, eh bien, non seulement on n'était pas affaibli, mais que ça permettait de réaliser des choses que jamais j'aurais pu réaliser avant. Auparavant, quand je sautais un repas ou quand le repas était décalé d'une heure, j'avais la tête qui tournait, je tenais plus sur mes jambes. Si je courais plus de 50 km par semaine, j'avais des douleurs sciatiques. Et là, pendant 88 jours, j'ai couru en moyenne 45 km par jour, sans avoir aucune douleur de tendineuse ou autre. Et donc, pour moi, c'était voilà, une manière de montrer que c'était possible de le faire, c'est possible de s'alimenter de cette manière-là, et que ça permettait de réaliser des choses qui n'avaient encore jamais été faites. Et puis, ce que j'ai observé aussi avec ces changements d'alimentation, donc comme je viens de vous le dire, ouverture de l'intuition, dans un premier temps, diminution de mes problèmes de santé, augmentation de mes performances, de mes capacités physiques, mais les changements que j'ai pu ressentir à l'intérieur de moi ne se sont pas arrêtés à ça. Ce que j'ai observé également, c'est que mon caractère et au niveau émotionnel, il y avait beaucoup de changements. Vous m'auriez connu il y a 10 ou 12 ans, voilà, j'aurais été incapable de parler devant un public. J'étais vraiment d'une nature très timide, introvertie. Et ce que j'ai pu observer, c'est que d'année en année, mais de manière beaucoup plus, comme si je vivais des changements en accéléré, eh bien, je me suis intéressé à plein de choses en l'espace de très peu de temps. Je me suis mis à pratiquer la méditation, le yoga, les bains froids, les respirations conscientes. Je me suis ouvert à la permaculture, au tantra. Voilà, bref, toutes les pratiques qui sont ancestrales, qui permettent de se reconnecter aux différentes dimensions de l'être humain. J'ai plongé dedans corps et âme. Et j'ai observé voilà, de grandes modifications, une grande ouverture d'esprit qui s'est installée très rapidement. Et pour moi, c'est aussi ce changement alimentaire et d'hygiène de vie qui a participé à cette ouverture-là et à tous ces changements. Voilà. D'ailleurs, si vous regardez mes premières expéditions, America Extrema, qui est en libre accès sur YouTube, ou La Marche sans fin, vous voyez aussi mon visage qui a vraiment changé en quelques années grâce à ces pratiques hygiénistes. Voilà par rapport aux grands changements. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Je fais un petit point, voir si j'ai rien oublié par rapport à toute cette période-là. Non, voilà, donc je vais passer à la suite. Et ensuite, ce qui s'est passé, donc pendant 3 ou 4 ans à peu près, j'ai été très assidu avec les purges. Vous voyez, quand je découvre un truc, je vais tout le temps à fond. Et je ne recommande pas d'aller à fond, parce que ce qui compte, moi ce que je suis, c'est mon intuition. C'est ma joie qui me guide vers ce genre de pratique. Donc si vous écoutez quelqu'un, vous suivez quelqu'un parce que pour suivre une autre personne, vous pouvez que vous tromper, puisque l'idée c'est de suivre son propre chemin. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime expérimenter, et donc je découvre un truc, les purges, ça m'apporte des bienfaits, et donc je les ai expérimentés à fond. Et c'est qu'une fois qu'on a expérimenté à fond que j'estime qu'on peut vraiment voir les limites d'un modèle, et puis quand on a vu les limites d'un modèle, on est plus à même de comprendre ce qu'on peut en tirer comme bénéfice et dans quelle mesure il faut
dans quelle mesure il faut faire attention aussi avec. Et donc pendant 3 ou 4 ans, voilà, pendant 3 ans, je les ai utilisés à peu près au rythme de une purge par semaine. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des dérèglements dans mon corps, voilà, un petit état inflammatoire qui commençait d'apparaître, ou un rhume qui commençait à apparaître, ou au niveau émotionnel, une certaine instabilité, que ce soit dans la colère ou des craintes, ce que j'observais, voilà, pendant 3 ans, dès que je prenais une purge, pof, tout se redressait, le corps, l'émotionnel, tout se réalignait. Et puis ce que j'ai observé au bout, donc là je me disais, bah, en fait c'est génial, plus j'utilise ça, plus je me sens mieux, donc j'y allais encore plus, quoi. Et puis au bout de, voilà, à peu près 4 ans, eh bien ce qui s'est passé, c'est que, ce que j'ai observé, c'est que les problèmes que je pouvais avoir quand je faisais des détox, eh bien, les purges ne les réglaient plus. C'est-à-dire que quand un rhume pouvait apparaître ou quand des douleurs pouvaient apparaître, je faisais un jeûne, une purge, ça se réglait sur un jour ou deux, et après, paf, ça repartait très vite. Alors qu'avant, j'étais tranquille pour au moins une semaine ou 2 semaines. Et donc là, je commençais de voir que, en fait, les dérèglements dans mon corps n'étaient plus solutionnés par les purges. Voilà. Et puis, ce que j'ai observé aussi, c'est qu'au niveau émotionnel, c'était le contraire qui se passait. C'est-à-dire que quand il y avait une instabilité émotionnelle, eh bien, le fait de jeûner, de purger, ça accentuait ce qui se passait. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que avant, ça marchait du tonnerre et tout d'un coup, ça donne plus les mêmes résultats. Et puis, donc voilà, dans le courant de pensée à propos du végétal et du cru et des purges, ce qu'on entend, c'est si tu continues de faire des détox, c'est que tu n'en fais pas assez des purges. Voilà. Donc j'ai augmenté jusqu'à 60 jours de jeûne par an et une cinquantaine de purges par an aussi, quoi. Peut-être même un peu plus. Donc ce qui est bien, c'est qu'au moins j'ai testé à fond. Parce que sinon, voilà, si vous en faites pas assez, il y a toujours quelqu'un pour vous dire ah mais c'est parce que vous poussez pas assez. Voilà. Sauf que si moi j'ai pas assez poussé, je sais pas qui va pousser davantage. Voilà. Donc si on propose une méthode qui est valable pour 0,01% de la population, je vois pas trop l'intérêt. Donc là, la vie m'a invité à me poser des questions par rapport aux limites de ces purges. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des problèmes de santé que je n'ai pas du tout réglés avec les purges et qui sont apparus, des problèmes de santé que je n'avais pas non plus auparavant. Notamment problème de carie et problème léger eczéma au niveau du cuir chevelu. Voilà. Et donc ça m'a vraiment beaucoup déstabilisé. C'est arrivé en fin d'année dernière. Et donc je me suis dit, mais attends, là je fais tout ce qu'il faut à fond. Enfin, il y avait des petits trucs que je faisais pas aussi à fond. Mais je me suis dit, oui, j'avais négligé mon hygiène dentaire. C'est normalement la logique hygiéniste, voilà, les animaux, les primates, et ils mangent des fruits, ils mangent 95% de fruits à peu près, en tout cas pour les chimpanzés, les bonobos. Ils se brossent pas les dents et ils n'ont aucun problème de carie. Voilà. Donc la logique hygiéniste, normalement, normalement on n'a pas de carie. Sauf qu'on peut faire des maladies tant qu'on a des toxines. Et les toxines, moi je suis d'avis que en fait on peut pas, quand on a plusieurs décennies d'alimentation classique derrière soi, eh bien on peut pas s'en débarrasser. Voilà. On peut alléger, on va dire, son fardeau, mais on ne peut pas se débarrasser de tout ça. Et tant qu'on a des toxines à l'intérieur de nous, on est toujours susceptible potentiellement de faire des crises de détox, donc d'avoir des problèmes de santé. Et donc n'avoir négligé mon hygiène dentaire, ça a été une chose. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le sucre des fruits. Hein. Je fais une petite parenthèse là-dessus parce qu'il y a des articles qui commencent de faire peur à la population avec le danger du sucre. Sauf que ce qui n'est pas bon, c'est le sucre raffiné, c'est le sucre de glucose qui n'a rien à voir avec le sucre des fruits. D'ailleurs, le glucose, c'est le carburant principal du corps humain. Et donc, en fait, on mange toujours du glucose, que ce soit dans les féculents, pommes de terre, le riz, que ce soit le pain, etc. Donc en fait, vous ne pouvez pas vous passer de sucre à moins d'avoir un régime cétogène et de manger quasiment que du gras. Ce que j'ai pas du tout envie de faire. Puis je pense pas que ce soit vraiment naturel, sauf peut-être ponctuellement pour certaines personnes. C'est aussi
aussi le sucre est aussi le carburant principal des arbres. Oui, carrément, le sucre est absolument partout. Voilà. Ouais, sauf que c'est des liaisons qu'on ne peut pas nous digérer, mais en fait, la forêt, c'est des réserves de sucre. En fait, le bois, tout ce qui est cellulose, c'est des réserves de sucre. Donc le sucre, il est partout. Il ne faut pas avoir peur du sucre. Voilà. Mais le sucre sous forme raffinée, lui, il entraîne des dérèglements, mais comme le sel sous forme raffinée entraîne des dérèglements dans le corps. Et donc ce qui pose problème pour les caries, c'est pas le sucre, parce que vous ne pouvez pas vous passer de manger de sucre, c'est l'acidité dans la bouche. Voilà. Et donc voilà, tant que votre corps est capable de produire de l'acidité, que ce soit parce que vous vous faites des détox d'acide ou parce que vous êtes stressé, tant que votre corps est capable de produire de l'acidité, vous êtes susceptible d'avoir des problèmes de caries ou autres. Ce qui a été mon cas. Et puis, ce que je revivais au niveau émotionnel aussi, j'avais beaucoup de choses qui venaient me déstabiliser, me faisaient revivre des colères que j'avais refoulées. Et donc, évidemment, la colère, ça fait relâcher de l'acidité, et donc ça a accentué l'acidité. C'est comme ça, voilà, que j'ai eu des problèmes dedans, que les purges, les jeûnes, etc. n'ont pas réglé. Et là, on aurait pu, ce qui est génial avec la vie, c'est que j'aurais pu me dire, bah, c'est peut-être à cause de mon hygiène alimentaire, j'aurais une bonne hygiène dentaire, pardon. J'aurais une bonne hygiène dentaire, peut-être que j'aurais pas fait mes caries, même en ayant des colères, etc. Sauf que dans le milieu, le microcosme du végétal cru qui pratique les purges, selon certaines traditions, on se connaît tous parce que voilà, c'est un petit milieu, et puis on échange entre nous nos pratiques, etc., ce qu'on observe, etc. Et en fait, on a discuté entre nous, et en fait, on était 6 ou 7 à pratiquer à fond l'alimentation vivante et les purges, à avoir des problèmes de dents pendant quasiment à quelques mois d'intervalle. Voilà. Donc ça, pour moi, j'appelle ça une synchronicité qui est là pour nous montrer, regardez les gars et les filles, vous pratiquez à fond votre truc et ça ne vous empêche pas d'avoir des problèmes, et vous ne pouvez pas vous dire que c'est parce que vous avez négligé un détail comme l'hygiène dentaire ou parce que vous n'avez peut-être pas fait suffisamment de purges, parce que là on est plusieurs, ceux qui pratiquent le plus en France ça, à avoir des problèmes et le même problème en fait. Et donc ça a attiré mon attention. Et puis en parallèle, ce que j'observais, c'est que la vie me faisait revivre à travers le couple, me faisait revivre les traumas de l'enfance. Et je sentais qu'il y avait des situations qui se reproduisaient de l'enfance. Et donc j'essayais de les fuir. Mais il y a une part de moi aussi, la vie mettait vraiment le paquet. Et les situations étaient tellement ressemblantes à ce que je vivais pendant l'enfance, avec des synchronicités qui se produisaient, des situations qui venaient me contrarier dans la journée à répétition, alors que c'était surnaturel, la façon dont ça se produisait dans une journée ou dans une semaine. Et je voyais que, avec tout ce que j'avais vécu dans mes voyages, j'ai vraiment pris conscience que quand il nous arrive des choses comme ça, c'est jamais un hasard. Et donc voilà, j'ai toutes les émotions de l'enfance, les traumas qui ont commencé de remonter. Ça a commencé à l'automne dernier. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'en fait, mes conclusions, c'est que l'alimentation vivante, l'hygiénisme en général, son objectif premier ne va pas être de vous apporter la pleine santé, de vous apporter la fin des problèmes de santé. Son objectif premier, ça va être de vous reconnecter à votre ressenti, vous reconnecter à la nature, vous reconnecter à l'autre. Pour moi, l'image qui me vient, c'est comme si voilà, vous étiez, quand on a une vie assez classique, comme si on n'était pas bien alimenté, et tout d'un coup, en énergie, en tout, tout d'un coup, vous vous remettez sur la prise du secteur. Et là, il y a tous les mécanismes naturels qui se remettent en place et qui vous reconnectent pleinement à vous. Et le bénéfice, et pour moi la santé qui peut découler de l'hygiénisme, c'est le bénéfice collatéral, mais pas le bénéfice direct. Parce que pour moi, la véritable guérison, ce n'est pas la guérison d'avoir un mal de tête, d'un eczéma, d'avoir mal au ventre ou de quoi que ce soit. Je pense que la vie, littéralement, elle se moque vraiment qu'on aille régler ce genre de bobo.
mon interprétation, c'est que la vie, elle veut nous amener vers la véritable guérison, qui est celle des blessures de notre âme, et aussi le but aussi le but de la vie, pour moi, c'est de vivre les expériences qu'elle a décidées pour nous, ou que nous avons décidées au moment de l'incarnation, peu importe. En tout cas, on est là pour apprendre, on est là pour guérir des choses, on est là pour transformer l'obscurité en lumière, pour être plus conscient de qui on est, de comment on fonctionne. Et on n'est pas là pour ne plus avoir mal aux dents, on n'est pas là pour ne plus avoir de problèmes de santé. Et donc, quand vous vous mettez à manger vivant, vous devenez plus vivant, donc plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous, plus conscient de ce que la vie veut vous emmener à découvrir et à expérimenter. Et donc, dans bien des cas, il y a des améliorations qui vont se produire au niveau de votre santé, parce que, évidemment, vous suivez les lois du vivant, vous vivez de manière plus naturelle, donc il y a forcément des bénéfices qui apparaissent. Mais il y a aussi des choses qui peuvent s'accentuer, ou des dérèglements qui peuvent apparaître, tout simplement parce que ça vous aide à être plus conscient de vos modes de fonctionnement. Par exemple, moi, ce que j'ai observé, c'est que ces derniers temps, quand j'ai des douleurs dentaires, par exemple, ça va être systématiquement si je me mets en colère. Et donc, la dernière fois que j'ai eu une rage de dents, c'est parce que je me suis mis en colère. Donc là, j'ai vraiment compris le message. Et ce que j'ai pu observer, c'est que quand j'ai une crise de détox qui apparaît, le jeûne et la purge, en tout cas c'est ce que je vis sur le moment, parce qu'avant c'était le contraire, mais je peux jeûner et purger autant que je veux, ça ne va rien changer. Pour régler mes problèmes de santé maintenant, qui ne sont pas des problèmes très graves, mais j'aime bien être dans la meilleure forme qui soit, ça va être uniquement en modifiant mon comportement, en ayant une action sur mes émotions, que le problème va se régler. Et je ne pense pas qu'il y ait de vérité, c'est-à-dire que c'est la vie qui me fait vivre ça pour que je le comprenne. Voilà, c'est pas que le corps, c'est pas que l'émotionnel, c'est un mélange des deux. Puis des fois dans votre vie, il va falloir vraiment bosser le corps, vraiment bosser l'hygiène, parce que la vie elle vous demande ça. Et c'est là où faut pas se perdre et se dire non c'est juste l'émotionnel, je vais régler mes petits trucs, ça va aller. Non là tout d'un coup, c'est la vie qui vous demande de bosser sur le corps, et puis tout d'un coup elle va vous demander de bosser sur l'émotionnel. Et puis des fois ça va être bosser les deux en même temps. Et ça va changer dans le temps. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une méthode, il n'y a pas de recette miracle, et qu'il n'y a que vous qui pouvez trouver ce qui vous convient le mieux, sachant que ça fluctue dans le temps en plus. Et par rapport au pourcentage d'alimentation, c'est souvent quelque chose qui va frustrer les personnes quand on vient faire un stage d'alimentation vivante. Il y a des personnes comme moi qui vous disent moi je mange que du cru et je suis super content comme ça, j'ai trouvé mon équilibre et j'ai plus envie de manger autre chose, ce qui est vraiment le cas. Et donc les autres personnes se disent en fait peuvent se dire, en tout cas pas tous, mais peuvent se dire en fait il faut que je fasse pareil, parce que c'est comme ça que je me sentirais le mieux. Sauf que ce n'est pas un objectif qui va être favorable pour tous. D'un point de vue biologique, on est tous capables de manger, comme les animaux. Les animaux, ils mangent que du cru déjà. Il ne faut rien cuire du tout. Et puis les primates, ils vont manger entre 95 et 99% de végétaux. Voire même peut-être même 100%, je ne pense pas qu'ils aient de problème. Donc d'un point de vue biologique, il n'y a pas de problème à manger que du végétal et cru. Sauf que l'humain, c'est autre chose. C'est pas que un amas de cellules, du sang, de la lymphe, etc. En fait, on n'a aucune idée de vraiment ce que c'est qu'un être humain. Ça se joue sur plusieurs dimensions. On est de l'énergie, on est des émotions, on est des choses qui jouent à travers les générations. C'est hyper complexe. Et donc, quand vous changez votre alimentation, vous mettez des choses vivantes à l'intérieur de vous, vous changez votre structure énergétique, vous allez changer plein de choses à l'intérieur de vous. Ça va aller déséquilibrer ou équilibrer d'autres plans, sur d'autres dimensions. Et pour certaines personnes, manger que du cru, ça va aller trop déstabiliser les autres corps, ça ne va pas leur apporter un équilibre. Et ma définition, pour moi maintenant, de la santé optimale, pas de la pleine santé absolue dans un état théorique. L'état le plus optimal que vous pouvez obtenir avec votre corps maintenant va être obtenu quand vous allez équilibrer vos corps. On a différents corps, on a le corps physique, on a le corps mental, le corps émotionnel, le corps énergétique. On pourra en citer d'autres, mais on va s'arrêter à ceux-là. Et quand vous équilibrez vos corps,
quand il y a une harmonie entre les corps, c'est là où votre santé est la plus optimale. Et vouloir à tout prix pratiquer un hygiénisme et une alimentation à fond, alors que c'est pas en accord avec votre équilibre, en fait ça va plus venir vous déstabiliser qu'autre chose. Pour prendre un exemple un petit peu extrême, c'est comme quelqu'un qui a eu des grosses blessures pendant l'enfance et puis qui est tombé dans l'alcoolisme toute sa vie. Bien évidemment que c'est mieux pour sa santé qu'il ne boive pas, sauf que si boire un petit peu, ça lui permet d'étouffer certaines choses qu'il n'est pas prêt dans cette vie à aller plonger dedans pour les transformer, pour les guérir. Ça ne sert à rien de lui donner des conseils hygiénistes. La personne n'en est pas là. Et donc c'est la même chose avec le végétal et le cru. Ça peut aller vous faire revivre des choses qui sont trop intenses, que vous n'êtes pas prêt forcément de revivre sur le moment. Et donc qui ne vont pas vous être bénéfiques pour obtenir cet état de santé dans lequel vous allez vous sentir du mieux possible. Sachant que, comme je vous le disais, les toxines, on ne peut pas toutes les faire sortir de notre corps quand on a plusieurs décennies d'alimentation classique derrière nous. C'est pas possible. Et donc c'est une course perdue d'avance que de se dire je ne vais plus du tout mettre de toxines et je vais purger pour un jour être complètement propre et être débarrassé complètement de ça. Déjà ça c'est pas possible. Il y a un exemple que j'aime bien, je regarde l'heure encore un quart d'heure. C'est l'exemple de ceux qui ont des tatouages. Les tatouages, c'est de l'encre qu'on met sous la peau. Imaginez que l'encre représente les toxines dans votre corps. Quelqu'un qui a un tatouage, il peut jeûner et purger autant qu'il veut, il ne va jamais faire disparaître son tatouage. Peut-être qu'au bout de 40 ou 50 ans, il va devenir un peu plus pâle, le tatouage, mais il restera toujours là. C'est la même chose avec toutes les toxines qui sont incrustées dans notre corps. On peut en faire sortir quelques-unes. Ce qui est le plus important, c'est de réveiller le système immunitaire, ce que fait bien les purges, de remettre en bon état de fonctionnement les émonctoires, les reins, les intestins, le foie, pour que le corps puisse faire son travail naturel d'élimination. Nettoyer aussi le sang et la lymphe circulante quand il y a vraiment un trop plein de toxines. Mais une fois que vous avez remis une dynamique là-dedans saine et puis que le corps fait qu'il fonctionne à nouveau, après l'usage des purges, des conclusions que je suis arrivé aujourd'hui, eh bien, c'est qu'il va vraiment falloir les pratiquer quand votre corps vous le demande vraiment, de manière sans équivoque, ou quand vous tombez malade, et que voilà, quand vous tombez malade, c'est que les éliminations, elles n'arrivent plus à se faire correctement, qu'elles sont bloquées, donc là, il n'y a pas non plus de questions à se poser. Mais voilà, c'est vraiment une course perdue d'avance que de vouloir sortir toujours plus de toxines, sachant que même si, imaginons, vous mangez 100% végétal et cru, mais que que ça vient dérégler des autres corps, eh bien, ça peut poser des problèmes de santé, alors que vous en auriez moins si vous mangiez un peu moins végétal et cru. Je vais vous faire un petit schéma pour bien comprendre ça. Avant de faire un petit schéma, je vais vous donner une illustration que j'aime bien. Imaginez une éponge. Le corps, c'est l'éponge. Et l'eau dans l'éponge, ça représente les toxines. Si tous vos corps sont équilibrés, ça veut dire que vous laissez l'éponge tranquille et les toxines s'évaporent naturellement. C'est-à-dire que vos éliminations par les urines, les selles, par la peau, etc., ça se fait de manière fluide et vos toxines s'évaporent de manière naturelle et fluide, voilà, sans faire de problème. Imaginez tout d'un coup qu'au niveau mental ou émotionnel ou énergétique, il y a des dérèglements qui apparaissent. C'est comme si vous tordiez votre éponge. Et quand vous tordez votre éponge, il y a toutes les toxines qui sortent d'un seul coup. Et donc c'est là où il y a des crises d'élimination. C'est là aussi où le jeûne et les purges peuvent soulager. Mais s'il y a en permanence des tensions dans votre éponge, et que vous savez que l'éponge, vous ne viderez jamais complètement l'eau, c'est le robinet qui est ouvert, et donc c'est les problèmes de santé qui sont ouverts aussi. Alors que si vous redressez, vous retrouvez cet équilibre entre les corps, vous remettez votre éponge dans un état sans tension, et à ce moment-là, les toxines sont toujours dans l'éponge, mais elles ne posent plus de problème. Voilà. Notre corps sait fonctionner avec plein de toxines, il est hyper résistant, quoi. Il est hyper résilient, et les toxines vont poser problème quand il y a des dérèglements, quand il y a des déséquilibres dans les corps. Donc moi j'ai un schéma que j'aime bien. Donc ce qui est le meilleur pour nous,
c'est notre âme qui le sait, donc c'est elle qui donne la tonalité, c'est elle qui donne le la. Et cette tonalité, elle peut changer au cours de la vie. Et donc les différents corps que l'on a, on a le corps physique, je mets un P pour physique, on a le corps mental, le corps émotionnel, et puis le corps énergétique. Voilà, quand ces corps sont éloignés de la tonalité sur l'axe sur laquelle notre âme veut nous amener, eh bien c'est là où votre éponge, vous l'essorez en gros, vous la tordez, et c'est là où il y a des problèmes de santé qui apparaissent. Si jamais vous faites des améliorations au niveau de votre hygiène de vie, vous rapprochez votre corps physique de ce qui est bon pour votre âme, de ce que votre âme veut pour vous, à ce moment-là, vous allez aider les autres corps à se réaligner aussi. C'est ce que j'ai vécu dans mes expéditions. En changeant mon alimentation, mon intuition est plus forte. Et puis, il y a des problèmes de santé qui disparaissent. Mais si vous faites trop de pratiques, que vous mettez que l'accent là-dessus, eh bien, ça peut entraîner des dérèglements, par exemple, au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, vous allez peut-être vous retrouver trop loin. Ça va trop dérégler de choses, parce que dans votre quotidien, par rapport à votre passé, par rapport à vos habitudes, avoir un mode de vie qui est en complet décalage avec ce qui est proposé dans la société, c'est quelque chose que vous n'allez pas en mesure d'intégrer, de mettre en place. Et le but, c'est pas d'avoir un mode de vie complètement irréprochable, ça c'est pas réaliste, c'est pas possible, ne serait-ce que par la pollution de l'air, de l'eau, les toxines, vous en mettez toujours dans votre corps de toute manière. Et donc l'idée, c'est juste d'être à l'écoute pour recentrer ces corps. Et c'est là où vous allez vous trouver dans le meilleur état au niveau de votre santé. Et ce qui peut se passer aussi, c'est que que votre corps physique... Par exemple, moi, ce que j'ai fait avec l'alimentation 100% végétale et crue, l'usage des purges, et disons que ça m'a permis d'être complètement à l'écoute de ce qui pouvait se passer au niveau émotionnel. Ce qui fait que mon corps émotionnel, lui, ça l'a vachement déstabilisé. Et donc, si je voulais maintenir cette alimentation, il a fallu que j'ai commencé à faire un gros travail là-dessus. Pour me dire, en fait, ce qui se passe au niveau émotionnel, je ne peux plus faire comme si c'était pas là. Il va vraiment falloir que je plonge dedans à fond pour comprendre mes mécanismes et puis aller guérir mes blessures. Et donc l'idée, voilà, c'est à retenir de ce diagramme-là, c'est que quand vous faites bouger un corps, vous allez faire bouger les autres, et que la seule manière de trouver ce qui est le bon pour vous, c'est d'être à l'écoute et de ne pas croire que c'est parce que vous mangez 100% végétal et cru que vous serez en meilleure santé que si vous n'en mangez que 80%. Voilà. Tout simplement parce que si vous rentrez dans une pratique qui est trop extrême pour vous et que derrière ça a trop d'impact dans vos relations, trop d'impact dans la pression que vous vous mettez par rapport à ça, ça ne va pas vous apporter du positif. Voilà. C'est pas pour ça que c'est pas possible de le faire non plus. C'est juste que derrière, ça implique peut-être des modifications importantes dans votre entourage, dans le lieu où vous allez vivre, dans votre manière de vivre, etc. Et donc voilà, pour moi, ce qui est à retenir, c'est que plus... Pour moi, ce qui est à retenir de l'hygiénisme, en tout cas surtout au niveau alimentaire, c'est que je pense qu'il est possible pour à peu près tout le monde, sauf pour les personnes en fin de vie ou autres, de mettre, je ne sais pas, peut-être 50% de végétal et de cru dans leur alimentation. Que ça, c'est quelque chose d'atteignable. Pas forcément de le faire comme ça du jour au lendemain, mais en y allant progressivement, c'est un premier objectif, je pense, qui est vraiment atteignable pour la majorité. Et qu'ensuite, entre le 50 et puis le maximum, le mieux, ça ne sera pas le maximum, ça sera vraiment ce qui vous correspond le mieux. Et ce qui vous correspond le mieux, ça sera ce qui correspond, c'est cette capacité de se mettre à l'écoute de soi. Et ça se réapprend, c'est pas facile, hein. Mais il n'y a que cette écoute-là qui va vous permettre de trouver le juste pour vous. Et puis l'autre chose pour moi qui est importante de dire,
qui donne un sens aussi à ce que je vis, aux expérimentations un peu poussées que je fais, ben c'est que quand même, oui, c'est possible de manger que du végétal et de cru, et puis de trouver un équilibre, d'être en santé, etc. Et que moins on mange de produits animaux, mieux on se porte. C'est pas pour autant qu'on ne doit plus du tout en manger, mais en tout cas, on peut vraiment dire que moins on en mange, mieux c'est. Ça a été prouvé en plus dans l'enquête Campbell, hein, avec plein d'expériences scientifiques à l'appui. Et donc voilà, et que ces modifications alimentaires auront un impact sur tous les aspects de votre vie, mais que vous ne pouvez pas vous permettre d'aller travailler que cet aspect-là, parce que sinon vous allez vous heurter à un mur tôt ou tard, et que c'est vraiment tomber dans l'illusion de croire que c'est juste parce que vous allez avoir une bonne pratique, une bonne hygiène de vie, que vous allez être heureux et que vous n'aurez plus de problèmes de santé. Et c'était important pour moi ces dernières choses que j'ai apprises ces derniers temps, parce que l'hygiénisme, en tout cas comme on me l'a transmis, tombait dans une forme de dogmatisme où on se retrouvait tôt ou tard coincé, frustré, avec les résultats qui n'étaient pas à la clé, et puis quand on vous disait quand on se plaignait qu'on n'obtenait pas les résultats, on s'entendait dire qu'on pratiquait pas à fond. Moi je peux vous dire que j'ai pratiqué à fond, et c'est pas pour ça que j'ai pas des problèmes de santé, et que les problèmes de santé actuels que j'ai, je vais les régler en allant travailler les autres plans, mais pas en faisant plus d'hygiénisme. Voilà.